Il y a une chose que je n'ai jamais enseignée dans mes livres, pas directement en tout cas, une chose que mes patients découvrent souvent après des mois de thérapie, parfois des années, et quand ils la comprennent, ils me regardent avec cet air légèrement agacé qui dit: «Pourquoi personne ne m'avait dit ça avant?» 2 mots, seulement 2 mots. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous promets que vous comprendrez exactement pourquoi ces 2 mots peuvent transformer la dynamique d'une relation, pourquoi ils peuvent faire en sorte que quelqu'un pense à vous au réveil, pas parce que vous lui avez envoyé un message à 00:30, pas parce que vous avez joué à l'indifférente, mais parce que vous avez fait quelque chose de profondément, radicalement différent. Avant d'aller plus loin, si ce type de conversation vous intéresse, si vous cherchez à comprendre l'amour autrement qu'à travers les filtres du romantisme hollywoodien ou des conseils de magazines qui n'ont pas changé depuis 1987, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà dit ou fait quelque chose dans une relation en pensant que c'était de l'amour et compris plus tard que c'était de la peur déguisée? Je lis chaque réponse. Maintenant, entrons dans le vif. J'exerce depuis plus de 30 ans, psychiatre, psychothérapeute cognitivo-comportemental, et je l'admets librement, quelqu'un qui a commis lui-même un certain nombre d'erreurs relationnelles avant de comprendre ce que j'enseigne aujourd'hui. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est juste la réalité du praticien qui apprend autant de ses patients que de ses propres cicatrices. Dans mon cabinet, j'ai vu défiler des centaines de femmes intelligentes, cultivées, aimantes, courageuses, qui venaient me parler d'un homme qui ne les cherchait pas, qui ne les appelait pas, qui était là physiquement parfois, mais absent dans ce qui compte. Et presque invariablement, quand je leur demandais ce qu'elles avaient essayé pour changer la dynamique, la réponse était la même: elles avaient fait plus. Plus de gentillesse, plus de disponibilité, plus d'efforts pour lui plaire, plus de sacrifices. Elles s'étaient, pour certaines, littéralement effacées, comme si disparaître partiellement allait les rendre plus désirables. Céline avait 49 ans quand elle est venue me voir, pour la première fois, directrice de projet dans une grande entreprise, mère de 2 adolescents, femme d'une intelligence vive et d'une générosité que ses amis lui enviaient. Elle était avec Marc depuis 4 ans. 4 ans durant lesquels elle avait organisé ses vacances selon son agenda à lui, annulé des dîners avec ses amis pour être disponible au cas où, cessé de pratiquer la peinture qu'elle adorait parce que ça prenait trop de place dans leur appartement partagé, et Marc, lui, continuait sa vie, pas par malveillance, j'insiste sur ce point, parce que les histoires de monstres sont rares en cabinet, par habitude, simplement, parce que personne ne lui avait indiqué que quelque chose clochait. Le premier jour, Céline m'a dit: «Je ne comprends pas, je fais tout pour lui. Pourquoi est-ce qu'il ne me cherche pas?» Ma réponse l'a un peu surprise. Parce qu'il n'a pas à vous chercher. Vous êtes déjà là. Ce n'est pas une boutade cynique, c'est de la neurobiologie appliquée aux relations humaines et je vais vous expliquer pourquoi, avec une précision qui, je l'espère, ne vous fera pas plonger dans un désespoir romantique, mais au contraire vous armera d'une clarté nouvelle. Le cerveau humain, le vôtre, le sien, le mien, est câblé pour valoriser ce qui est rare et pour tenir pour acquis ce qui est constant. C'est un mécanisme de survie. Dans la préhistoire, votre cerveau devait consacrer de l'énergie à ce qui était imprévisible, potentiellement dangereux ou précieux. Ce qui était stable, disponible, acquis, il le rangeait dans la catégorie résolu et passait à autre chose. Ce biais cognitif s'appelle l'habituation et il est absolument neutre moralement. Il ne dit rien de votre valeur, il dit quelque chose de la façon dont le cerveau gère ses ressources. Quand vous êtes toujours disponible, toujours accommodant, toujours là, vous devenez, dans le logiciel neurologique de votre partenaire, quelque chose d'acquis, pas parce qu'il ne vous aime pas,
mais parce que son cerveau a arrêté de vous traiter comme une information nouvelle, stimulante, à laquelle il doit répondre. Comprenez bien, je ne suis pas en train de vous dire de jouer à l'indifférente. Ce jeu-là est épuisant, malhonnête, et il ne construit rien de durable. Ce que je dis est beaucoup plus profond et honnêtement beaucoup plus exigeant. Maintenant, parlons de ces deux mots. Parce que vous attendez depuis le début, et je ne vais pas faire durer le suspense encore 10 minutes, ce serait du sadisme télévisuel et c'est pas mon genre. Ces deux mots sont moi aussi. Attendez. Ne fermez pas la vidéo en pensant que je vous ai fait venir pour une platitude. Laissez-moi vous montrer pourquoi ces deux mots, dits au bon moment, dans le bon contexte et depuis le bon endroit intérieur, changent tout. Moi aussi, comme dans moi aussi j'ai une vie, moi aussi j'ai des désirs, moi aussi j'ai des besoins, des passions, une trajectoire qui ne tourne pas autour de la vôtre, moi aussi j'existe pleinement quand vous n'êtes pas dans la pièce. C'est ça, le secret. Pas une technique de séduction, une façon d'être, une reconquête de soi qui, paradoxalement, rend l'autre plus attentif, plus curieux, plus enclin à chercher votre présence parce que votre présence est devenue quelque chose qu'on ne peut pas simplement tenir pour acquis. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé avec Céline. Au bout de 6 séances, je lui ai proposé un exercice simple, reprendre la peinture, pas pour Marc, pas pour lui montrer qu'elle avait une vie, mais parce que la peinture lui appartenait, parce que c'était une partie d'elle qu'elle avait sacrifiée sur l'autel de la relation et que ce sacrifice ne l'avait pas rendue heureuse, seulement plus vide. Elle a commencé à peindre le samedi matin. Elle n'en parlait pas beaucoup à Marc. Ce n'était pas un test, c'était une récupération de soi. Au bout de 3 semaines, Marc lui a demandé ce qu'elle fabriquait le samedi matin. Elle lui a répondu simplement. Il a voulu voir ses toiles. Quelques jours plus tard, il lui a proposé d'aller visiter une exposition ensemble, lui qui, depuis des années, trouvait les musées un peu ennuyeux. Coïncidence ? Non. Neuroplasticité et dynamique relationnelle combinées. Quand Céline a cessé d'être entièrement disponible, entièrement tournée vers lui, quelque chose a changé dans l'équilibre. Pas parce qu'elle jouait un rôle, mais parce qu'elle était redevenue une personne entière. Et les personnes entières sont fascinantes. Elles ont une texture, une profondeur, une imprévisibilité douce qui stimulent précisément les circuits de la curiosité et du désir